Le 21 septembre dernier, le corps d'une étudiante de 19 ans philippine est retrouvé à moitié enterré dans le bois de Boulogne. 2 jours plus tard, un suspect est arrêté en Suisse. Il s'agit d'un Marocain de 22 ans qui venait de fuir la France après avoir passé près de 5 ans en prison pour viol. Il était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis le mois de juin dernier. Alors comment se fait-il qu'il était encore à Paris autour du 21 et 22 septembre lorsque le meurtre a été commis? Cette question a suscité beaucoup de colère au sein de la population, mais également au sein de la classe politique. Elle a relancé le débat sur les expulsions d'étrangers, ainsi que le procès en laxisme de la justice française, une justice qui n'a pas permis, quoi qu'il en soit, d'empêcher ce féminicide. Serait-elle défaillante, inefficace? C'est avec Béatrice Brugère que nous allons en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrate, ancienne juge antiterroriste et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Avant de vous interroger sur ces questions, on va revenir en images sur les obsèques de Philippine. C'était cet après-midi à la cathédrale de Versailles. Derrière le cercueil de Philippine, des parents dévastés par la douleur et le chagrin. Des frères et des sœurs, des proches qui se tiennent les uns aux autres, qui peinent parfois à tenir debout. Une foule d'anonymes les entoure. Certains ont pu pénétrer dans la cathédrale, ils en ressortent bouleversés, notamment par le discours du fiancé de la jeune femme. Il s'est adressé à sa fiancée en disant « Voilà Philippine, nous sommes à la messe tous les deux, comme souvent. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent quand même, parce qu'il l'a regardé, toi tu es là, moi je suis là, je te parle. » Mais j'ai trouvé très très émouvant les petits mots du fiancé. C'est des prises de parole qui sont très dignes, il n'y a pas d'effondrement en larmes. Au pupitre, derrière les discours se dessine le portrait d'une étudiante lumineuse. C'est ce sourire que veulent garder en mémoire ses proches qui nous ont autorisés à diffuser ces photos, publiées dans le livret de messe. L'engagement religieux de la jeune femme est rappelé par le prêtre et les scouts sont venus nombreux pour ce dernier adieu. Elle nous apprenait à nous dépasser tout en respectant son voisin et en essayant de les faire avancer. Franchement, une personne très touchante, très souriante, toujours à vouloir envoyer du bonheur, donner du bonheur. La cathédrale est pleine, 1800 personnes à l'intérieur. Alors la foule se masse malgré la pluie devant la porte d'entrée de l'édifice, restée ouverte. Je trouve ça très, très difficile et on a besoin de prier, voilà, tout simplement. Mais à l'émotion se mêle parfois la colère. Certains estiment que ce drame aurait pu être évité. Il faut entendre le cri des mères. Maintenant, il y en a marre, en fait. On en a marre en France, en 2024, que ça se passe comme ça. Que l'État prenne conscience que les gens ont besoin de sécurité. Philippine a été inhumée dans la plus stricte intimité cet après-midi à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, où ses parents résident. Et toujours avec nous, Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. On vient d'entendre l'une de ces femmes parler du besoin de sécurité en France. Alors, il y a 2 aspects de cette affaire qui ont fait beaucoup réagir cette semaine. D'une part, cette question de l'OQTF qui n'a pas été appliquée. Et puis de l'autre, le fait que le suspect ait déjà été condamné pour viol. Alors, tout d'abord, sur la question de l'OQTF, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe en France et pourquoi, dans ce cas précis, elle n'a pas été appliquée ? Oui, alors une OQTF, c'est pour une personne qui est en situation irrégulière et qui ne peut pas demeurer en fait sur le territoire français. Soit parce que son titre n'est plus valable, soit parce qu'elle est rentrée en situation irrégulière et qu'elle n'a pas été régularisée. Donc l'OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Donc on invite la personne, en lui délivrant, c'est la préfecture de police qui fait ça, à quitter le territoire par ses propres moyens. Donc ça, c'est l'OQTF, j'allais dire, un peu classique. Et on donne à la personne un délai de 30 jours pour quitter le territoire. Le problème, parce qu'il y a beaucoup d'OQTF qui sont délivrés en France, parce que nous avons beaucoup de personnes qui se trouvent sur le territoire en situation irrégulière, on estime ça à presque 500 000 personnes, c'est que c'est une mesure qui n'est pas contraignante. C'est une invitation. Donc la personne, si elle ne veut pas partir, elle peut demeurer. Et c'est lors d'un second contrôle, en général, puisqu'il n'a pas respecté cette obligation, que l'État, la préfecture de police, peut mettre cette personne dans ce qu'on appelle un centre de rétention administrative pour qu'à ce moment-là, il soit expulsé. La personne dont on parle aujourd'hui, et je voudrais d'abord dire que ces images sont extrêmement touchantes,
et qu'on ne peut pas rester insensible à cette tragédie parce que c'est une vraie tragédie, puisque c'est une jeune femme magnifique, manifestement, qui a été vraiment fauchée de façon injuste dans cette histoire par un criminel, parce qu'en fait, dans cette histoire, c'est pas simplement une personne en situation irrégulière, c'est une personne en situation irrégulière qui a déjà été condamnée pour un crime qui était celui d'un viol. Et suite à cette condamnation, il a été mis en prison où il a effectué sa peine. Il était mineur au moment des faits et quand il est ressorti, il était majeur. Et en fait, ce qui choque, et ce que je comprends, et j'entends aussi cette colère sans aucun problème, c'est que c'est une personne qui a déjà été identifiée comme dangereuse, puisqu'elle a déjà commis un crime, qu'elle a une obligation, en tout cas, elle n'a pas de titre pour rester sur le territoire. Et là, elle se retrouve directement, en sortant de prison, dans un centre de rétention administrative. Pourquoi d'ailleurs, il est passé par cette case? Pourquoi directement de la prison, on n'a pas pu délivrer une OQTF pour qu'il parte directement à la fin de sa peine? En vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire, mais on aurait pu faire autrement. Votre question est tout à fait légitime. Il y a d'autres façons de faire. On aurait pu également prendre un arrêté d'expulsion à la sortie de la détention, et on aurait pu également anticiper sa sortie tant qu'il était détenu, pour pouvoir l'expulser. La difficulté, qui n'est pas du tout une excuse, mais qui est une difficulté dans tous les stades que je viens de décrire, c'est d'obtenir un laissez-passer consulaire de la part du Maroc, puisque la personne est d'origine marocaine, pour pouvoir expulser la personne. On a une difficulté d'organisation. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Et on a un organe de contrôle qui s'appelle la Cour des comptes qui a rendu un rapport récemment pour dire que le système français est trop complexe, trop compliqué, qu'il est mal organisé, que même parfois il y a un droit qui est instable parce que c'est un droit qui est partagé entre le judiciaire et l'administratif, ce qui fait qu'on a des procédures qui sont longues et complexes. Et cette personne-là, qui aurait pu en effet être expulsée avant, on a fait le choix de le mettre dans un centre de rétention administrative pour constituer le dossier. Et il a été prorogé, si vous voulez, plusieurs fois, jusqu'à la dernière fois où il n'a pas été retenu en rétention. Et c'est en sortant, puisqu'il a été remis en liberté par un juge judiciaire, qu'il a commis quelques jours après un crime dont on ne sait pas encore s'il a été précédé d'un viol. D'ailleurs, c'est l'enquête qui le dira. Quel enseignement il faut en tirer de cette affaire? Est-ce qu'il nous manque une loi? Est-ce que finalement ce sont des erreurs humaines? Est-ce que l'administration, le millefeuille administratif est problématique dans cette situation? Je pense qu'il y a plein d'enseignements à tirer. C'est peut-être encore trop tôt pour tout de suite, de façon un peu froide. On est encore quand même dans l'émotion de cette famille pour dire exactement comment ça s'est passé. D'abord, il faudra voir si c'est le cas, s'il y a eu des responsabilités individuelles, s'il y a eu des fautes individuelles. Donc ça, c'est des administrations qui feront ce travail si c'est nécessaire. Mais ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a ces difficultés, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui doivent quitter le territoire français et qui sont déjà délinquants et qui recommettent des actes de délinquance. Donc notre système n'est plus adapté. En tout cas, c'est comme ça que j'entends aussi les critiques, et il faut les entendre, ces critiques. Il n'est plus adapté pour évaluer la dangerosité et éviter que des personnes dangereuses puissent se retrouver comme ça dans la nature. Donc il faut réfléchir autrement pour que le système soit beaucoup plus sécurisé, sans doute unifier les procédures. Certains proposent d'unifier les procédures, sans doute anticiper aussi les départs pour qu'il n'y ait pas justement de délai trop long avec des impossibilités de garder quelqu'un en rétention et de prendre un risque, en vrai, qu'il commette un autre crime. Sans doute aussi une action politique et diplomatique, car vous savez aujourd'hui que parfois les relations diplomatiques et politiques sont compliquées. Et les pays refusent de fournir les laissez-passer. Ou tardent parce qu'eux-mêmes ne veulent pas reprendre des ressortissants qui sont déjà des criminels. Parce que là, on parle vraiment de personnes qui ont déjà été condamnées pour des crimes et délits. Je ne parle pas des autres étrangers qui sont juste en situation irrégulière. Dans tous les cas, si cette QTF avait été prononcée et appliquée, on ne fait que déplacer le problème, puisqu'il y a un double problème. Il y a effectivement pouvoir mettre hors de France les personnes potentiellement criminelles, mais il y a aussi comment faire pour qu'elles ne recommencent pas après avoir purgé 5 ans de prison. Donc on a aussi un problème
de justice dans cette situation. Vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est qu'en fait, il faut également s'interroger sur notre capacité, le temps de la détention. Là, par exemple, pour cette personne, il est resté plus de 5 ans ou à peu près 5 ans en détention. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps de la détention? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour évaluer sa dangerosité, pour éventuellement justement éviter la récidive? Ça, c'est la question des prisons en France. Et là, on tombe sur un deuxième sujet qui n'est pas mieux que le premier et qui fâche également si vous me posez la question, c'est qu'aujourd'hui, la France se trouve dans une situation un peu critique et extrêmement critiquée d'ailleurs aussi parce qu'elle manque de places de prison, parce qu'elle manque de personnel, parce qu'il y a une surpopulation dans certains établissements qui ne permettent pas ce travail, en tout cas, qui pourrait être fait pour peut-être identifier des gens dangereux, les soigner, mieux les accompagner pour éviter la récidive. Le temps de la prison doit être également un temps utile. Il ne faut pas attendre, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté, vous avez vu, sur les prisons, en difficulté sur des procédures extrêmement complexes. Et sans doute, on a perdu de vue aussi que la première chose qui est importante, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Et on voit que vous répondez donc à cette question qui fâche en admettant que la justice, effectivement, a des failles. Ce sera, malheureusement, je ne peux pas vous laisser, mais vous pouvez dire que c'est... Oui, j'ai pas de tabou là-dessus et je suis la première à faire des propositions. Merci beaucoup, Béatrice Brugère, d'avoir été notre invitée. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, c'est le Journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane.